Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé, à l'évolution de la technologie, à l'évolution des impératifs économiques. Alors, est-ce que votre métier, si vous en pratiquez un aujourd'hui, je vous amène à cette réflexion, à savoir, est-ce que vous pouvez être remplacé par une machine ? Est-ce qu'une intelligence artificielle peut faire le métier que vous faites actuellement? Premier exemple. Actuellement, certains Parisiens se plaignent parce que dans les bus, les chauffeurs ne prennent plus désormais la transaction d'achat de tickets. C'est un petit boîtier électronique avec lequel vous ne pouvez payer qu'avec une carte bancaire et qui plus est une carte bancaire avec un paiement sans contact. Dématérialisation. Nous avons récemment les Chinois qui nous ont fait une démonstration d'un robot dont je peux vous dire que ça fait quand même flipper. Alors attention, les démonstrations en général, c'est comme la compagnie américaine Boston Dynamics. Évidemment, les vidéos qu'ils diffusent ou les présentations qu'ils font pendant des salons, tout est paramétré, tout est réglé comme du papier à musique. Et on estime que, allez, il y a véritablement 30 ou 40% de réelles fonctionnalités. Le reste, évidemment, c'est du show. Donc, mais à l'allure où la technologie va, à l'allure où on perfectionne les technologies, là, je peux vous dire que ce fameux robot chinois, il marche. Mais alors, il marche exactement comme un homme. C'est-à-dire que même si on regarde, bon, il y a encore des petits mouvements un petit peu saccadés, etc. Donc évidemment, si vous le bousculez, il y a des chances qu'il tombe. Mais vous vous dites que dans, 10 ans, peut-être qu'en effet, on arrivera à dire que la réalité a dépassé la fiction. C'est-à-dire qu'on aura des robots humanoïdes qui pourront parfaitement opérer des manipulations, des opérations, aussi bien que les hommes. Je dirais même plus précis que les hommes, plus performants que les hommes. Parce que ces machines, à part quelques petits entretiens, vous pouvez les faire tourner 24 heures sur 24. Ces machines n'ont pas besoin de manger. Ces machines n'ont pas besoin d'une pause toutes les 5 minutes pour regarder son téléphone. Ces machines n'ont pas besoin d'une pause toutes les 20 minutes pour aller fumer une clope. Pire, ces machines n'ont pas besoin de prendre une pause pipi ou une pause caca. Et encore pire, ces machines n'ont pas besoin de dormir. N'ont pas l'obligation de se voir attribuer un repos quotidien. On en a parlé, souvenez-vous, j'avais fait 2 vidéos d'ailleurs sur le livre de Klaus Schwab, Covid-19, Le Grand Reset. Et dans son livre, il fait référence à une étude de l'OCDE qui avait été faite, je crois, en 2018, si ma mémoire est bonne, où il consistait d'essayer d'établir quels sont les métiers qui, d'ici 2035, par exemple, pourraient être remplacés par de la digitalisation ou par de l'automatisation. Qui plus est, automatisation, c'est de la digitalisation puisque ça fonctionne avec des 0 et des 1. Eh bien, le CDE a établi que d'ici 2035, plus de la moitié des métiers, des services, de la restauration, du médical, de la justice, pourront parfaitement être remplacés par des machines. Et je crois me souvenir que le chiffre, alors c'est d'ici 2035, donc dans 10 ans, c'est dans les métiers de service,
donc restauration, plomberie, etc., on pourrait estimer qu'il y a à peu près 72% des métiers qui vont disparaître. Parce que la machine pourra remplacer l'homme. Alors, j'ai dit plombier. Est-ce qu'un plombier pourrait être remplacé par une machine? Est-ce qu'un électricien pourrait être remplacé par une machine? Alors d'ici l'horizon 35, peut-être pas. Mais, je vous dis, si on réussit à développer les androïdes de façon beaucoup plus performante, oui, pourront. Faites l'expérience vous-même, par exemple. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, ou si vous ne l'avez jamais utilisé, je vous invite à l'utiliser et pour vous rendre compte par vous-même. Dites-lui que depuis quelques heures, vous avez un mal de crâne, mais genre une barre au niveau du front. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Quelle médication je peux éventuellement prendre? Et si ça persiste, en combien de temps je devrais obligatoirement aller voir quand même un médecin? Eh bien, vous vous rendrez compte. Alors évidemment, ChatGPT sera très prudent en vous disant, si jamais les symptômes persistent, bien évidemment, allez voir votre médecin. Mais ChatGPT va pouvoir vous faire un diagnostic en vous disant, voilà, ce que vous avez, c'est probablement ceci, cela. C'est probablement que vous avez une carence en quelque chose. Donc prenez un aspirine, etc., etc. Ces technologies, ChatGPT, que ce soit même les créations assistées par ordinateur, c'est-à-dire assistées par IA, que ce soit dans le dessin, que ce soit la musique, que ce soit la vidéo, on l'a vu ensemble. En 4 ans, la technologie est passée du simple au quadruple en matière de performance, de qualité, de précision. Preuve en est, souvenez-vous, je vous avais parlé d'un réalisateur qui avait admis que dans son film, il avait intégré certaines séquences, certaines scènes qui avaient été générées par une intelligence artificielle. Eh bien, je me souviens, puisque j'ai vu le film, c'est The Brutalist. La machine qui remplace, ou la dématérialisation. Je rappelle, la dématérialisation, c'est une procédure. Donc là, je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure par rapport à votre métier. Estimez-vous que votre métier possède, je dirais, 50, 60, 70%, 80% d'application de règles, de protocoles. C'est-à-dire que vous n'avez pas le libre arbitre, c'est-à-dire que vous n'avez pas le sens de l'analyse, vous n'avez pas l'autorité ou le droit de changer un curseur ou une règle dans une procédure. Dites-moi si vous estimez que peut-être votre métier ou un grand nombre de pourcentages de procédures liées à votre métier pourraient demain être remplacées par la machine, par des 0 et des 1. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je fais partie de ces gens qui ont perdu leur métier à cause de la digitalisation. J'étais opérateur projectionniste, j'ai quitté mon métier en 2012 pour venir vivre aux États-Unis, mais aux États-Unis, désolé, nous n'avons plus ce genre de poste disponible, puisque maintenant nous fonctionnons avec essentiellement de la projection numérique, et la projection numérique, c'est 75% du métier d'opérateur qui a disparu. Et 2 ans plus tard, en 2014, mes anciens collègues m'ont informé qu'ils avaient appris qu'il y avait eu des négociations avec les partenaires sociaux pour refondre certains métiers, certains postes
Si bien que le métier d'opérateur projectionniste tel que moi je l'ai connu, même, pardon, avec le micro, même avec la projection numérique, c'était fini, c'était terminé. Alors ils se sont quand même rendus compte que pour le développement commercial, pour les locations de salles, il fallait quand même quelqu'un qui s'y connaisse pour pouvoir utiliser le projecteur numérique pour diffuser. Puisque un projecteur numérique, c'est un projecteur. Donc, vous pouvez y connecter n'importe quoi. Un PC, une tablette, un téléphone, un magnétoscope, enfin ce que vous voulez. Un lecteur de DVD, de Blu-ray, Blu-ray 4K. C'est du numérique. Ça possède une multitude de connectiques sur lesquels vous pouvez brancher n'importe quoi. La preuve, c'est qu'une fois, on s'est amusé à brancher une PS5 et on a joué à la PS5 sur un écran de 20 mètres de haut. Ah bah c'est un bon kiff quand même. En plus avec du son. Alors, ils ont quand même gardé quelques personnes capables techniquement d'utiliser ça, mais évidemment qu'au niveau salarial, ils sont absolument pas payés comme nous on était payés à l'époque. C'est-à-dire qu'à la limite, un projectionniste confirmé pouvait toucher 2100, 2200 euros net par mois. Voire plus si, bon. Là aujourd'hui, un technicien, on n'appelle plus ça un projectionniste, les techniciens, non seulement on leur demande une flexibilité pour pouvoir être opérable sur d'autres positions, tels que contrôleur, tels que caissier, etc., mais touchent 1800 euros net par mois. Ben oui, parce qu'on estime qu'il y a moins de compétences, il y a moins de responsabilités. Et ça va même plus loin, c'est que, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, les directeurs qui avaient encore la main sur les calendriers, ce qu'on appelle les calendriers, c'est quand vous calez chaque jour les horaires des films, etc., et dans chaque séance, le contenu, c'est-à-dire les bandes annonces, les publicités, etc. Ben aujourd'hui aux États-Unis, vous avez des cinémas, les mecs ils n'ont plus du tout la main là-dessus. Les programmes sont faits directement par un prestataire qui se trouve au Mexique et qui télécharge tous les jeudis soirs les programmes dans chaque salle, etc. Voire même prend la main sur le terminal et télécharge les films à partir d'une bibliothèque dans tous les serveurs, etc. C'est-à-dire que vous pouvez gérer tous les cinémas d'un pays depuis l'autre côté de la planète. Même moi, par exemple, si j'avais gardé le mot de passe que m'avait filé un des techniciens pour le réseau du multiplex dans lequel je travaillais, je pourrais très bien me connecter sur le cinéma où je travaillais avant et faire ce que je veux. À distance. Bon, évidemment, c'est sécurisé, c'est plus aussi simple que ça maintenant. Mais voilà, vous n'avez plus besoin d'être humain sur place pour pouvoir exécuter un certain nombre de procédures. En France, vous avez vu, se développent de plus en plus les épiceries automatiques. Il n'y a plus d'épiciers. Alors évidemment, le problème c'est qu'il y a quand même un choix limité de produits. McDonald's. C'est quand la dernière fois que vous avez fait une commande chez McDonald's? À qui vous l'avez fait la commande? À un caissier ou à une borne? Une borne. Évidemment, il y a toujours le caissier qui peut être existant, mais de plus en plus, on vous oblige à utiliser les bornes, voire même à utiliser l'app, c'est-à-dire l'application sur votre téléphone portable. Dématérialisation. Alors là, on a non seulement dématérialisé la commande, la procédure de commande, mais on a carrément dématérialisé le caissier. Il n'y a plus de caissier, puisque vous passez commande directement sur votre téléphone portable. Vous avez des restaurants aujourd'hui qui commencent aussi à venir à ce système. Ça, par exemple, ici aux États-Unis, il y a des restaurants, il n'y a plus de serveurs. Vous avez un petit panneau avec un QR code, vous scannez le QR code, ça vous transfère automatiquement vers une application. L'application, vous avez le menu, etc. et vous pouvez passer votre commande
Et une fois que votre commande est prête, hop, vous avez quelqu'un qui vient vous apporter votre commande. Et là, c'est ce qu'on appelle un runner, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait que apporter la nourriture. Mais il n'y a plus de serveur. Il n'y a personne pour s'occuper de vous. Les boissons, vous vous levez, vous avez votre gobelet, vous prenez le gobelet, vous allez à la fontaine, vous prenez de l'eau, du coca, du Fanta, du pepper, ce que vous voulez. Et ça, malheureusement, on commence à l'observer un peu partout. Il y a plein de domaines, et surtout aux États-Unis où depuis le Covid, là le Covid a considérablement développé des outils numériques pour permettre de satisfaire des commandes ou même faire des devis ou des trucs comme ça. Je donne un exemple. Avant, vous aviez des magasins Best Buy. Best Buy, c'est à peu près l'équivalent de Darty, si vous voulez, qui faisait à l'origine tout ce qui était PC, télévision, lecteur, vidéo, et vendait aussi des Blu-ray, des DVD, de la téléphonie, évidemment, aussi. Aujourd'hui, quand vous allez dans les magasins Best Buy, il n'y a plus rien. Il y a 2-3 produits qui se battent en duel sur des rayonnages pour faire la promo, mais il n'y a plus de stock, quasiment plus. Maintenant, les Best Buy, les magasins ne servent que de dépôt. C'est-à-dire vous passez commande d'un produit et puis on vous dit voilà, le produit il est disponible dans votre boutique, etc. Et vous passez chercher votre produit que vous avez commandé sur Internet. Il n'y a plus de stock. Alors d'ici que la Fnac, ils viennent aussi. Quoique, je ne sais pas si la Fnac, parce que les gens aiment bien aller à la Fnac, bouquiner, feuilleter les bouquins, les machins, etc. Mais il va y avoir un moment donné où le modèle économique va commencer à coûter trop cher en ayant trop de stock. Si tant est qu'aujourd'hui, la Fnac ne subisse pas, elle aussi, le contre-coup de l'e-commerce avec Amazon. Parce que l'avantage, c'est qu'Amazon, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, on vous livre. Dématérialisation. Digitalisation. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez des générations qui ont grandi avec ça, qui ont grandi avec ces outils, ces applications sur téléphone où il suffit de commander et puis soit vous faites livrer ou soit vous allez chercher. Mais la transaction a complètement changé. Donc aujourd'hui, un avocat, par exemple, il aura toujours la présentielle lors d'un procès, mais est-ce qu'il va avoir besoin d'autant de conseillers, d'autant d'assistants quand l'informatique, quand ChatGPT va lui faciliter le travail pour aller chercher, pour aller trouver des textes de loi, des normes, voire même des jurisprudences, etc. Et l'administration. L'administration en France, ça va être compliqué, parce que déjà avec l'affaire du Louvre, le mot de passe du système de sécurité du réseau, le mot de passe, c'est quoi? C'est Louvre. Sans déconner. Oui, sans déconner, parce que le problème, c'est que mettre des mots de passe, c'est compliqué. Il y a des gens qui s'en souviennent pas, ou tout comme ça. Ou alors, la solution, c'est la carte digitale. C'est-à-dire, vous avez une carte nominative avec une identité biométrique. Mais là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut des systèmes de sécurité pour ficher les gens et éviter que ces fichages finissent entre de mauvaises mains. C'est compliqué. C'est simple. Ça facilite le travail. Mais par contre, derrière, vous avez une logistique qui doit être draconienne pour éviter les dérapages. Les hôtels. C'est quand la dernière fois que vous avez eu des clés physiques dans un hôtel? Il n'y en a plus, c'est des cartes. C'est des cartes magnétiques, temps limité.
Donc si vous voulez, il y a aujourd'hui des gens qui n'ont pas conscience de l'évolution qu'a pris le numérique, qu'a pris la digitalisation, qu'a pris l'Internet, qu'a pris les politiques de dématérialisation et d'automatisation. Mais aujourd'hui, vu le contexte économique et financier dans lequel on est, vous avez des tas d'entreprises aujourd'hui. Il suffit que vous ayez une petite start-up ou une petite entreprise qui a un outil qui permettrait de faciliter, sécuriser et garantir une qualité de maniement, de production, de fabrication que de l'homme. Alors évidemment, c'est un gros investissement à la base, mais c'est un investissement que vous amortissez avec le temps très aisément. Moi, je viens de l'exploitation cinématographique. Dans l'exploitation cinématographique, je peux vous dire que les premières bornes, on en a eu 4. On dit oui, c'est un programme qui va s'étendre dans les 5 prochaines années. Ouais, alors je peux vous dire que les mecs, ils n'ont pas attendu 5 ans. Je peux vous dire que 6 mois plus tard, ils ont multiplié par 2 le nombre de bornes. On est passé à 8. Et à la fin de l'année, on était passé à 12 bornes. Sur les 4 caisses, il y en a 2 qui ont été supprimées. Ils ont carrément démonté. Et peu de temps, quelques mois avant que je parte, la deuxième caisse a été démontée aussi et ils ont remplacé par des bornes. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment plus qu'une caisse manuelle. Et il y a même des cinémas aujourd'hui, il n'y a plus de caisse du tout. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un comptoir pour acheter du popcorn, des boissons, etc. Et la personne qui est derrière la caisse pour acheter vos popcorn, il peut vous vendre des billets. Mais il n'y a plus de caisse spécifique pour acheter des billets. Alors aujourd'hui, en plus de ça, en France, vous avez la réservation de la place. C'est-à-dire si vous ne faites pas attention sur votre téléphone que vous pouvez réserver votre place, le jour où vous pointez dans le cinéma, ça va être compliqué. Et c'est un peu partout pareil. L'argent. Alors aux États-Unis, ça commence un peu. Aux États-Unis, je vous avais dit dans ma playlist USA, les Américains ont encore une certaine affection, une relation assez particulière encore avec le billet vert. Mais, je parlais des restaurants tout à l'heure. Aux États-Unis, moi j'ai connu les restaurants où tu filais ta carte, la personne emmenait ta carte et machin, puis ramenait avec le check, c'est-à-dire qu'avec l'addition. D'où certains problèmes où parfois certaines personnes malveillantes prenaient le numéro de votre carte avec le numéro de sécurité et s'en servaient pour acheter des trucs, etc. Et bien ça aujourd'hui, ça commence à disparaître parce que maintenant il y a les sabots électroniques, c'est-à-dire, sabot, c'est un terme que j'utilise parce que j'ai connu les sabots, pour ceux qui s'en souviennent, vous savez, avec le carbone, pour ceux qui s'en souviennent, et si bien que maintenant, ils amènent le sabot, vous mettez votre carte devant eux, c'est pas eux qui mettent, c'est vous qui mettez la carte dans le sabot. Ils vous font une proposition de type, puisque vous savez qu'ici il y a le pourboire. Vous choisissez le type que vous voulez, vous validez, alors soit vous signez sur le petit écran, soit vous tapez votre code, et voilà, et la transaction est terminée. Mais vous ne laissez plus votre carte partir entre les mains des personnes, etc. Alors il y a des restaurants où ça marche encore comme ça, malheureusement, mais ça tente de plus en plus à se globaliser. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a des restaurants, des chaînes de restaurants aux États-Unis, où il n'y a plus de serveur. Tout est digitalisé. Vous passez votre commande sur une application, donc voilà. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de suivre un petit peu l'évolution justement de ces technologies numériques. Et je vous rappelle, de toute façon, l'OCDE a déjà fait une étude pour savoir quel est le pourcentage de métiers qui allaient forcément être remplacés, modifiés par des automatismes, par des automates, par des machines, par des procédures digitales. Et donc forcément, ça va être des métiers qui vont disparaître. Alors on vous dit oui, mais ça va créer des nouveaux métiers. Oui,
Sauf que le problème, c'est que les nouveaux métiers, ça va demander des qualifications que la personne que vous allez remplacer n'a pas et ne peut pas avoir. Les chantiers, par exemple, les chantiers navals, très bel exemple. Hein. Souvenez-vous de ce problème qu'il y a eu à un moment donné quand ils ont commencé à installer des robots pour les soudages. Enfin, les soudures, pardon. À un moment, il y a eu même des grèves dans les ports autonomes, enfin dans les ports, comment on appelle ça, où on construit les bateaux. Je me souviens plus, ça a un nom spécial. Chantier naval. Voilà, je savais bien qu'il y avait dans les chantiers navals, il y avait eu des grèves parce que justement, tous les soudeurs, les meilleurs, on leur disait est-ce que tu veux faire une formation parce qu'on va te former à au système automatique, etc. Mais si vous aviez 20 soudeurs et puis du jour au lendemain les machines remplacent les soudeurs, vous allez garder 5-6 soudeurs que vous allez former, que vous allez entraîner à l'usage de ces machines, etc. Parce qu'il y aura toujours à un moment donné un contrôle humain pour voir si la machine a bien exécuté la tâche. Je crois que maintenant ça a encore évolué. Ouais, mais les autres gens qui ont perdu leur boulot, ils font quoi ? Ils vont faire un autre boulot. Hein. Sauf que, excusez-moi, quand vous avez 40 ou 50 ans, vous reclassez. C'est compliqué. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, votre métier, quel est ce métier que vous pratiquez et réfléchissez éventuellement, est-ce que demain vous risquez de voir une machine, une procédure digitale vous remplacer ? Posez-vous la question maintenant parce que ça va vite, ça va très vite. Ça va tellement vite que même dans des métiers on croit que c'est pas possible. Si, c'est possible. Aujourd'hui, vous avez des salons qui vous montrent des robots qui sont capables de faire des opérations chirurgicales basiques. Pourquoi payer un médecin spécialiste quand une machine avec un système de communication par Internet, la personne peut se trouver à New York et opérer dans une salle d'opération à Paris. Évidemment, la médecine n'est pas une science exacte, donc il faut qu'il y ait quand même de l'expertise, il faut quand même de l'expérience, il faut quand même de la compétence pour à un moment donné savoir quoi faire et réagir par rapport à quelque chose que peut-être la machine ne va pas anticiper. Parce que ça, l'anticipation, oui, en effet, ça reste encore le problème pour les machines. Les machines, elles font qu'appliquer une multitude de procédures, elle est capable de faire des milliards de calculs, d'anticiper même des multiples scénarios, mais est-ce qu'à un moment, un instant T, où elle est censée faire un choix, prendre une décision, est-ce qu'elle va en être capable ? La question est posée. Et moi, je vous dirais que peut-être pour l'instant, ça reste encore très expérimentaux, mais dans 10 ans, ça pourrait être possible. Donc toute cette science-fiction qui à un moment donné imaginait que l'homme allait être remplacé par la machine, est-ce qu'on en est au balbutiement ou est-ce qu'on est déjà en plein dedans ? Sur ce, je vous laisse méditer sur la question. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'actualité. C'est très riche en ce moment. Pour choper du mieux.